Ma communication porte donc le titre suivant, un enseignement marginal, le latin en contexte plurilingue polynésien. Pourquoi est-il urgent de réadopter les anciens? C'est une question que pose l'historien Pierre Judet de la Combe le 16 juin 2021. Et si l'on considère avec lui que l'enseignement du latin permet l'accès à la force stupéfiante de l'intelligence poétique, théorique, politique et historienne des textes antiques, il semble légitime de s'interroger sur ses places et fonctions à l'Université de la Polynésie française. Dans un contexte de situation éducative plurielle, cet établissement accueille une immense majorité d'étudiants polynésiens dont le français, langue romane, n'est pas toujours la langue maternelle. Alors que la maîtrise des langues polynésiennes est extrêmement variable d'un étudiant à l'autre, que penser de l'introduction d'une autre langue, occidentale et dite morte, dans leur parcours universitaire? Dans quelles conditions et selon quelles modalités pourrait-on y réadopter les anciens? L'université propose une large carte de formation, parmi lesquelles figure la licence de lettres et arts, et c'est dans ce cadre que sont proposés des enseignements liés aux langues et cultures de l'Antiquité gréco-romaine. Il ménage des passerelles avec les cours d'histoire de la langue et de grammaire française. Il s'agit d'un cours de culture générale sur les mythes en L1 et plus spécifiquement d'un cours de dramaturgie antique en L1 et d'un autre de langue et culture latine aux 3 années de cette licence. L'objet de notre étude est d'interroger la notion de marge à laquelle ils peuvent être associés. Quels sont les enjeux, en contexte polynésien, de la transmission de savoirs a priori lointains, tant historiquement que géographiquement, tant linguistiquement que culturellement? Le contenu et la portée des outils existants permettent-ils de réduire ces marges? En nous fondant sur notre pratique, via l'analyse d'un questionnaire semi-directif, portant sur les représentations par les étudiants de ces enseignements, nous questionnerons leurs contours, atouts et limites. Pour commencer, le terrain de la formation en Polynésie française invite à une réflexion sur d'éventuelles passerelles entre latin et français d'une part, entre latin et langues et cultures polynésiennes d'autre part. Entre alors en jeu la question de la contextualisation des enseignements. Ce sera le point de départ de notre réflexion. Il s'agit de prendre en compte à la fois le contexte interne, soit le contexte didactique, qui est défini par Ancio et Ali comme celui de l'établissement, de la classe, de la discipline, des différents acteurs de la relation pédagogique et du savoir enseigné, et le contexte externe ou périphérique, relatif aux aspects sociologiques, écologiques et culturels de l'environnement. En suivant la même logique, chez Lave, on distingue l'aréna, que j'ai plaisir à citer ici puisque c'est un mot latin, qui désigne la partie sablonneuse d'un amphithéâtre. Donc l'aréna, qui est la part objective du contexte, non modifiée par l'apprentissage, les contraintes pesant sur la situation concernée, alors que le setting est la part subjective du contexte, propre à chaque acteur de la situation. Notre attention se porte donc sur l'aréna, et plus spécifiquement sur un échelon qui compose sa modélisation, dans laquelle Delcroix distingue en effet 3 échelles. Le micro-contexte, celui de la classe, de l'établissement, le macro-contexte, celui de la société en général ou de l'État, et entre les deux, celui qui nous intéresse ici, le mésocontexte, donc l'échelon territorial dans lequel se déroule la situation. Bien sûr, les interactions entre ces différents niveaux, évaluées par l'outil du questionnaire proposé aux étudiants, qui réfléchissent en tant qu'individus, donc micro-contexte à leur pratique en Polynésie, mésocontexte, et plus exactement en Polynésie française, macro-contexte, sont donc variés. On notera que les étudiants en lettres et arts préparent une licence nationale, qui conduit en partie à passer le CAPES de lettres, qui est lui aussi un concours national. Donc il y a nécessairement une prise en compte du macro-contexte. On n'évite pas cette hiérarchie descendante, mais elle est atténuée par la totale liberté pédagogique des enseignements de langues et cultures antiques, dans la mesure où il n'y a pas de programme imposé, pas de programme national imposé dans le supérieur d'une part, et puis parce que le latin n'est pas obligatoire au CAPES de lettres d'autre part. Donc la prise en compte de ces 2 échelles, méso et macro, permet une complémentarité des enseignements. Leurs frontières ne sont pas hermétiques. Tout l'enjeu, c'est d'éviter une adaptation, et plus précisément une adaptation descendante, nous dit Delcroix, c'est-à-dire d'une idéologie supposée dominante vers une idéologie supposée dominée. Donc ce serait de la France vers la Polynésie française. L'objectif, c'est de se garder de toute hiérarchie entre les contenus gréco-romains et polynésiens.
Pour le cours de langue et culture latine, il s'agit moins d'adapter que d'augmenter, que d'enrichir le contenu. Le centre de la focale, c'est le latin classique, une langue figée, ainsi que les données historiques et culturelles d'une civilisation antique, qui sont consignées, mais leur compréhension peut être éclairée par la convocation des langues, cultures et civilisations polynésiennes, puisque les apprenants en sont eux-mêmes imprégnés. Notre hypothèse de travail est la suivante. Les jeux d'écho structurent la pensée, évitent l'écueil d'une vision européano-centrée et favorisent une assimilation horizontale dans les deux sens. Donc non pas de haut en bas, mais de gauche à droite et de droite à gauche, des langues et civilisations gréco-romaines vers les langues et civilisations polynésiennes et inversement. Une fois ce cadre précisé, nous formulons l'hypothèse que l'acquisition d'une langue inconnue est confortée par sa mise en relation avec d'autres langues. En Polynésie, la coexistence du français et du tahitien, principalement, en situation de diglossie, permet cette approche transversale. Afin de pouvoir l'évaluer, notre analyse porte sur les avis et représentations par les étudiants des cours de langues et cultures antiques. À l'issue des semestres 2, 4 et 6 de l'année 2023-2024, un questionnaire auto-administré de 20 items semi-directifs a été soumis aux étudiants de lettres et arts, en licence 1, 2 et 3. 25 étudiants ont participé, nous avons de petites promotions. 9 étudiants sur les 21 assidus de L1, donc 43%, 10 sur 10 en L2, donc 100%, et en L3, 6 sur les 7 étudiants assidus, soit 86%. Commençons par la situation linguistique de la population interrogée. Alors, au niveau des participants, 19 étudiants, donc 76%, ont le français pour langue maternelle. 3 ont le français et le tahitien, donc une double langue maternelle. 1 a le marquisien et le français, 1 le tahitien et 1 le japonais. Donc sur les 25, 19, donc à nouveau 76%, maîtrisent une langue polynésienne, 18 le tahitien, 1 le marquisien, jugée faible à très satisfaisante. Le contexte est clairement plurilingue, en écho au concept de culturodiversité d'André Giordan. La langue française n'a pas le même statut qu'en territoire métropolitain puisqu'elle côtoie ou interagit avec une langue seconde. Pour 89% des polyglottes, la maîtrise du français est supérieure à celle du tahitien. Alors pour commencer, quel préacquis? On s'interroge sur la place du latin dans le secondaire pour nos étudiants. La langue latine est pour 72% des participants une découverte en L1. Et parmi les raisons qui ont poussé ces élèves à choisir le latin dans le secondaire, on retient en premier lieu la curiosité, cela m'intriguait beaucoup à l'époque par exemple, la volonté de développer ses connaissances, d'apprendre une langue qu'on ne connaît pas, le goût des mythologies, l'envie de s'ouvrir au monde, mais la motivation peut être plus pragmatique pour avoir des points en plus pour le brevet. Quant à l'étude des représentations, on s'intéresse aux représentations préalables des cours de lettres classiques. À quoi les étudiants s'attendaient-ils? Alors, 36% n'avaient pas d'attente particulière. Je cite, on ne savait pas trop quoi en penser. Prudemment, l'un d'eux précise qu'il préférait attendre de découvrir ses cours avant de se faire de fausses idées. On en a seulement 3, donc 12%, qui indiquent que cela correspond à ce qui s'était imaginé. Et plusieurs s'expriment moins sur la nature du contenu que sur le niveau de difficulté des enseignements. Par exemple, au début, je pensais que je n'allais jamais réussir cette matière. L'un s'attendait à quelque chose de très complexe. Un autre, je cite, de difficile à prendre en main. Ou encore, je cite, j'avais effectivement une peur vis-à-vis du latin. Donc cette question est également le lieu d'expression d'un jugement de valeur. J'avais des préjugés sur ces cours. Ou bien un autre étudiant précise qu'il pensait que cela serait ennuyeux et inintéressant. Autre exemple, quand on entend parler de cours de latin ou encore de dramaturgie antique, on peut penser que cela est barbant. Alors, ces représentations ont-elles évolué? Oui, positivement pour 52% d'entre eux, parce que le cours propose constamment de nouveaux apprentissages, disent-ils, ou bien parce que la clarté de sa construction a effacé les appréhensions du départ. Je vous laisse interpréter la remarque suivante. Un bon professeur est capable de vous faire aimer une matière atroce. Bon, on passe de la crainte au soulagement quand, par exemple, je cite, c'est facile d'écrire et de comprendre le latin si on connaît parfaitement son cours. Pour l'un d'eux, l'évolution a été positive au point qu'il regrette de ne pas l'avoir choisi au collège parce qu'il y trouve une certaine utilité dans sa pratique de la langue. Donc, les représentations ont évolué. Elles ont évolué à la fois positivement et négativement pour 36% d'entre eux.
Et c'est le cas lorsque le contenu de cours ne correspond pas à ce que l'on avait imaginé. Par exemple, j'ai compris au fil des cours que nous n'allions pas étudier l'usage du latin dans la société et dans la littérature, mais les bases de la grammaire latine. Et c'est le constat que fait un autre étudiant. J'ai compris que le latin était une langue riche et que pour l'apprivoiser, il fallait finalement revenir à la base et commencer par apprendre son système. Ce qui rejoint cet autre constat, c'est une langue. L'apprentissage est d'ordre scientifique, si je puis dire. Cela permet un apprentissage logique. Autre motif de cette catégorie, on a oublié ces cours de latin et finalement les souvenirs reviennent et sont source de satisfaction. Par exemple, j'étais contente de me souvenir de ces détails perdus. Ou enfin, c'est l'étude de la mythologie qui a permis une évolution positive. Et justement, au sujet, point suivant, de la perception des rapprochements effectués entre mythologie gréco-romaine et polynésienne, entre le héros grec de la Toison d'Or, Jason, et le héros polynésien Rata, par exemple, ou encore entre Maui et Prométhée, autre exemple. Donc voici les qualificatifs choisis et la taille du rectangle est proportionnelle au nombre de fois qu'ils sont mentionnés. Donc les rapprochements sont plébiscités, à 2 exceptions près. En effet, un étudiant s'exclame, je cite, « Ah, je n'aime pas !» en précisant qu'il ne trouve pas souhaitable de mélanger les dieux, en préconisant au contraire de, je cite, « faire des rangements précis ». Et pour un autre, c'est difficile à comprendre. Mais pour l'immense majorité des étudiants, les rapprochements sont jugés très positivement. Certains sont heureux de s'enrichir de culture gréco-latine. Les élèves polynésiens, pour la majorité, connaissent ces mythes polynésiens. Leur apprendre la mythologie gréco-latine et faire des liens peut faciliter l'apprentissage et pour les plus passionnés, attiser davantage la curiosité. D'autres sont heureux de se rapprocher de leur culture polynésienne, dont, je cite, « la mythologie est rarement évoquée dans le cadre scolaire ». Donc c'est un cours qui est perçu, à mon grand étonnement, comme pouvant valoriser la culture polynésienne. Donc la contextualisation apparaît ici primordiale. Autre citation, c'est très bien de mettre en avant la mythologie polynésienne, car nous sommes à Tahiti. Cet avis est énoncé une seconde fois, la plupart du temps, à l'école, on nous en apprend peu sur la culture polynésienne. Puis une troisième fois, de façon plus radicale, il est rare que les cours aient un certain lien avec notre culture. On lit aussi, cela nous permet d'en savoir plus sur notre propre culture, ce qui est tout de même important. Ou encore, cela permet peut-être d'illustrer tout d'abord le caractère universel de certains mythes, en incluant aussi notre culture. L'étudiant peut se sentir davantage concerné et davantage motivé à l'idée d'en apprendre plus sur sa culture. Dans le même ordre d'idées, autre citation, la mythologie polynésienne est peu étudiée et exemplifiée, on la croirait presque absente ou abstraite. Établir ces correspondances la valorise, la diffuse, la promeut, ne la fait pas disparaître. Le plus grand des bénéfices ici serait évidemment la sauvegarde de la culture polynésienne qui s'éteint de plus en plus. Et cet étudiant précise que généralement, à l'école de nos jours, on apprend plus ce qui vient de l'extérieur, de l'étranger, et pas de chez nous. Et ce lien à la culture polynésienne, il est également associé à un remède contre l'école buissonnière. Je pense tout d'abord qu'il n'y a pas assez de cours sur la Polynésie et que ce serait bénéfique pour nous, jeunes Tahitiens, de nous intéresser davantage à notre culture. On pourrait alors mieux s'identifier aux cours et peut-être lutter contre l'absentéisme par la même occasion. Le cours construit donc des passerelles, les étudiants s'en approprient le sens, vers la culture gréco-romaine ou vers la culture polynésienne. Pour faire découvrir les mythes de nos îles, nous dit un étudiant, et faire entrer en résonance ces mêmes mythes avec ceux connus dans le monde entier. Donc ces passerelles peuvent susciter l'étonnement. Allier 2 cultures qui nous paraissaient à tous complètement opposées pour ensuite se rendre compte qu'elles regorgeaient de mythes parfois similaires, incroyable. Mais le bénéfice peut être plus large lorsque les mythes et légendes sont surtout utiles aux jeunes générations qui, je cite, s'intéressent plus à regarder leur téléphone qu'autre chose. La métaphore du voyage est également utilisée et un étudiant propose d'aller au-delà en faisant des rapprochements avec les autres cultures, Inca, Inuit, africaines. Cela serait, nous dit-il, intéressant. Un étudiant précise sa pensée en indiquant que développer des correspondances avec la culture polynésienne ou autre permettrait de valoriser cette culture tout en s'ouvrant au monde. Cela nous aide à réfléchir, à chercher de nous-mêmes des liens entre les cultures. Nous ne sommes donc plus uniquement dans l'écoute, mais aussi dans l'action et la recherche. Il n'y a que du plus. Et pour l'étudiant en tant que kiwis, en tant que citoyen en latin, c'est effectivement du plus. C'est une incitation à la curiosité intellectuelle.
Ces rapprochements sont également des facteurs d'identification puisque, je cite, « Malgré la distance autant physique que temporelle, nous partageons des histoires similaires, celles-ci ne varient que sur certains points, ne nous empêchant point de nous reconnaître en elles. » Donc il est logique de constater ensuite que 72% des participants souhaitent que ces liens soient renforcés. S'y ajoute un participant qui dit « oui » ou qu'il reste tel quel, 3 pourquoi pas, 1 oui parfois, si bien que si l'on additionne toutes ces réponses, on monte à 96% des sondés. Et lorsque le lapsus s'en mêle, on découvre que l'un d'eux souhaiterait en effet que les correspondances entre le monde gréco-latin et le monde polynésien soient davantage développées dans nos cœurs, plutôt que nos cours. Lorsque la réponse est négative, la logique est inverse et propose une vision plus exclusive. Par exemple, je trouve que la partie mythologie gréco-latine est complète et très intéressante en elle-même. C'est l'unique réponse absolument négative à la proposition de rapprochement. Ensuite, lorsqu'on demande aux participants si avant de commencer les cours, ils pensaient que l'étude des langues et cultures de l'Antiquité trouvait un sens en Polynésie française, 4 n'ont pas d'avis. Un autre se situe entre le oui et le non, puisqu'il trouve l'intérêt limité, c'est-à-dire uniquement pour devenir professeur de lettres. Et 40% répondent positivement. Et sur ces 40%, aucun n'a changé d'avis une fois les cours dispensés. Tous ont conforté leur position. L'un des arguments avancés, c'est le lien à la France et à la langue française, notamment pour ceux qui veulent devenir professeurs de français, l'importance de l'étymologie, tout comme les parallèles possibles avec d'autres mythologies, polynésiennes plus particulièrement. L'intérêt se porte également sur une rubrique orale qui explicite en cours l'origine d'expressions gréco-latines qui sont versées dans le vocabulaire courant contemporain. Et puis, dernière justification, l'utilisation de la mythologie gréco-romaine dans les films et les séries. A l'inverse, 40%, donc tout autant, ont répondu non. L'une des justifications porte sur le rejet des comparaisons entre les mythologies. Par exemple, en Polynésie française, nous avons nos propres légendes et si on les mélange, c'est un peu perturbant. Je ne sais pas comment expliquer ce fait. Autre motif, l'éloignement. Je pensais que l'éloignement géographique créait certainement un manque de connexion entre les deux cultures, comme un fossé. Jamais je n'aurais pensé associer les deux. Dernier motif, si déjà le tahitien se perd petit à petit, je ne voyais pas l'intérêt d'étudier les langues et cultures de l'Antiquité. Mais sur les 10 qui ont répondu non, 80% ont changé d'avis après les cours. Et lorsque le non demeure, donc pour 20% d'entre eux, c'est parce que l'étudiant rencontre beaucoup de difficultés en latin. Ou encore, lorsque, beaucoup plus sceptique, un autre se demande avec humour si les cours de lettres classiques ne seraient pas un réel atout en cas de voyage temporel. Ou encore, si je suis coincé dans des ruines et que je dois déchiffrer des phrases en latin pour m'en sortir, cela pourra m'être utile. Enfin, un autre précise que ce sont des atouts, je cite, pour ceux qui le veulent, indiquant par là qu'il faut se donner les moyens de réussir parce que les cours sont exigeants. Pour finir, 2 étudiants préféreraient que ces enseignements soient facultatifs. Alors, est-ce à dire qu'ils ne les auraient pas choisis? Lorsqu'on demande aux sondés s'ils envisagent d'enseigner le français et le latin en Polynésie française, 48% répondent oui. Pour conclure, notre enquête invite à relativiser le caractère marginal de ces enseignements. Leur présence dans la maquette est majoritairement justifiée par les étudiants, spécifiquement lorsqu'ils sont reliés aux mythes et cultures polynésiens. Mais attention, ces parallèles ne forment qu'une partie infime du cours. Et nous n'évitons pas un biais à souligner, notre lien aux étudiants, répartis en petits groupes, les a sûrement influencés, même si les réponses aux questionnaires sont anonymes. Les étudiants souhaitent valoriser les langues et cultures polynésiennes, et le questionnaire ne doit pas faire penser que le latin est prioritairement plébiscité. Si son enseignement n'est pas vécu comme marginal, il n'en demeure pas moins vrai que son intérêt décuple quand il est relié au contexte polynésien. Ce sont là des pistes pédagogiques à explorer, notamment en linguistique comparée. Et c'est pour finir à un étudiant que je confie les derniers mots de cette communication. Si les frontières géographiques créaient des frontières culturelles, il y aurait un problème. Si on devait se restreindre d'apprendre des choses sous prétexte qu'elles n'ont pas leur place, car elles viennent d'ailleurs, ce serait regrettable. L'ouverture d'esprit passe aussi par l'ouverture au monde. Plus nous apprenons de choses, plus nous sommes aptes à appréhender ce monde et communiquer avec les autres. Alors oui, l'étude des langues et cultures de l'Antiquité trouve un sens en Polynésie française, au même titre que les autres matières, comme l'espagnol, l'anglais ou encore la littérature comparée. J'ai toujours eu ce point de vue.
La découverte de tout nous forme à la tolérance et au respect de l'autre, nous enrichit et nous instruit. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, Marie-César Léral est avec nous en visio. Et donc, si vous avez des questions. Bonjour, Marlène Boudot, Université des Antilles, INSPE, Académie de Guadeloupe. Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour. Oui, alors, je vous entends. Je n'ai peut-être pas entendu l'intitulé de l'enseignement qui a attiré la curiosité des étudiants. Parce qu'au départ, excusez-moi, je pensais qu'il s'agissait vraiment du latin. Et après, j'ai entendu parler de mythologie polynésienne. Alors, quel était l'intitulé exact qui a attiré, vous avez dit, la curiosité des étudiants? C'est une unité d'enseignement de culture générale qui est orientée sur les mythes. Et dans ce cadre-là, on étudie les mythes vraiment de différents peuples, de différentes contrées, y compris donc bien sûr les mythes polynésiens, que je mets en parallèle avec des mythes gréco-latins. J'ai notamment une collègue, Christine Pérez, qui a écrit plusieurs ouvrages échappés pacifiques sur ces liens entre les différentes mythologies. Donc nous le faisons dans le cadre de ce cours, donc un cours de culture générale sur les mythes, mais également dans le cadre d'un autre cours de langue et culture latine qui se porte principalement sur l'apprentissage de la langue et de son système, mais aussi qui aborde des questions culturelles et notamment la mythologie, et pour laquelle donc j'ai à cœur, lorsque je le peux, de faire des passerelles avec notamment la mythologie polynésienne. Donc ce sont principalement ces deux cours, ces deux unités d'enseignement, surtout l'unité d'enseignement portant sur les mythes, mais aussi le cours de langue et culture latine qui est dispensé à toutes les années de licence. Merci. Je continue toujours, Marlène Boudot. Je continue. Vous avez dit que la majorité des étudiants avaient apprécié, et nous avons vu les arguments, en tout cas les exemples. Que deviennent ceux qui n'ont pas du tout apprécié? Est-ce qu'il y en a? Parce que vous avez parlé de la majorité. Oui. Et quels arguments avancent-ils? En fait, il y en a deux. Il y a deux avis négatifs, comme je le disais dans la communication. Pour l'un d'eux, c'est parce que ça complique les choses. En fait, faire des parallèles entre les mythologies, ça brouille les catégories, et puis c'est quelque chose qui finalement n'aide pas à comprendre et qui lui semble donc déplacé. Et puis sinon, ça peut être parce que, deuxième avis négatif, le rapprochement n'est pas fondé. Une mythologie, une histoire est connectée à un peuple, une autre histoire à un autre peuple, et c'est très bien comme ça. Donc ce sont vraiment les deux avis négatifs, mais pour la plupart, en fait, ils sont très contents de ces rapprochements, mais ils sont très contents fondamentalement d'évoquer, de travailler, de lire des choses sur les cultures polynésiennes. C'est vraiment ce qui ressort finalement de la réflexion, c'est que tout ce qui peut être un lien finalement, une passerelle vers leur propre culture, au pluriel, parce que les cultures polynésiennes sont tout à fait diverses, est considéré comme positif pour l'immense majorité d'entre eux.